Imaginez l'horreur d'être arraché à votre existence dorée, jeté dans une cellule glaciale et de voir votre propre enfant, un garçonnet de 8 ans, retourner contre vous. Pensez à la douleur insoutenable de l'observer, manipulé par ses bourreaux, témoigner des mensonges les plus abjects, des accusations qui souilleraient non seulement votre honneur, mais l'essence même de votre maternité. Marie-Antoinette n'a pas seulement affronté la guillotine. Elle a enduré un anéantissement psychologique si brutal qu'elle aurait brisé n'importe quelle femme. Durant les 76 jours précédant son exécution, la reine de France fut soumise à une torture mentale systématique. Un spectacle de cruauté orchestré pour détruire son âme avant même que sa tête ne touche le panier. Ses cheveux blanchirent en quelques semaines, son corps dépérit, mais sa dignité resta inébranlable. Que feriez-vous si vous étiez accusé du crime le plus odieux, votre propre sang étant utilisé pour forger la preuve? Et quelle serait votre réponse lorsque, devant le tribunal, le poids d'une nation et la voix de votre fils, déformé, vous condamneraient pour inceste? Préparez-vous à découvrir l'horreur inimaginable et la résilience féminine d'une souveraine qui, même face à l'abîme, trouva une réplique qui fit taire ses tortionnaires et immortalisa son humanité. C'est une histoire de dignité inébranlable face à la déshumanisation révolutionnaire qui vous attend. Avant de plonger plus profondément dans cette histoire déchirante de résilience et de cruauté, je vous invite, chers amis, à rejoindre notre communauté. Si ce récit vous touche, si l'idée de découvrir des vérités cachées vous passionne, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à explorer ces récits féminins oubliés. Dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez, que ce soit de Paris, Lyon, Marseille ou d'ailleurs en France. Et surtout, partagez avec nous quelles autres figures historiques féminines vous aimeriez voir mises en lumière. Votre avis compte énormément pour nous, car c'est ensemble que nous redonnons vie à ces histoires de femmes extraordinaires. Pour comprendre l'ampleur de la tragédie de Marie-Antoinette, il est crucial de se replonger dans l'atmosphère électrique de la France de la fin du XVIIIe siècle. Nous sommes en 1789, une année charnière qui marque le début d'une ère de bouleversement sans précédent. Le royaume de France, jadis l'incarnation de la monarchie absolue, vacille sous le poids de décennies de dettes, d'inégalités sociales criantes et d'une famine généralisée. Paris, la capitale, est un foyer d'agitation où les idées des Lumières ont allumé la flamme de la contestation populaire. Le peuple, exaspéré par les privilèges de la noblesse et du clergé, et affamé par des récoltes désastreuses, se soulève contre un système qu'il juge corrompu et injuste. La prise de la Bastille symbolise la fin d'une époque et le début d'une révolution qui ne reculera devant rien pour établir un nouvel ordre. Dans ce chaos, la famille royale, et particulièrement la reine, devient le symbole de tout ce que le peuple déteste. Elle est perçue comme l'incarnation de l'opulence et de l'indifférence, une cible parfaite pour la fureur révolutionnaire. C'est dans ce contexte de haine et de soif de changement que la machine de la déshumanisation de Marie-Antoinette va se mettre en marche, bien avant que la lame de la guillotine ne soit aiguisée. Au cœur de cette tourmente se trouve Marie-Antoinette, archiduchesse d'Autriche devenue reine de France, une figure dont le destin est indissociable de la chute de l'Ancien Régime. À son arrivée à Versailles, elle est une jeune femme pleine de vie. Mais rapidement, elle est perçue comme une étrangère, une Autrichienne dépensière et frivole, symbolisant les excès d'une cour déconnectée des réalités du peuple. Son mari, Louis XVI, un roi bien intentionné mais indécis, se révèle incapable de maîtriser la vague révolutionnaire qui submerge son trône. Leurs enfants, en particulier le jeune Louis-Charles, le dauphin, sont des pions innocents dans un jeu politique impitoyable. Mais l'histoire ne serait pas complète sans évoquer les véritables architectes de la destruction psychologique de la reine, les révolutionnaires. Des figures comme Robespierre, Danton et Saint-Just, animés par une idéologie radicale et une soif de pureté républicaine, voient en Marie-Antoinette l'incarnation même de la corruption monarchique. Ils vont orchestrer une campagne de propagande sans précédent, transformant la reine en un monstre aux yeux de la nation, une figure à abattre non seulement physiquement, mais aussi moralement. C'est dans ce huis clos de haine et de manipulation que se jouera le sort de celle qui fut jadis la plus puissante femme d'Europe. Alors que la Révolution française déferlait sur la France, transformant l'ordre établi en un chaos sanglant, une stratégie insidieuse se mettait en place,
bien plus pernicieuse que les simples exécutions publiques. Il s'agissait de la destruction méthodique de l'image et de l'âme de Marie-Antoinette, une campagne de torture psychologique dont les rouages étaient dissimulés derrière les portes closes des prisons révolutionnaires. Loin des regards de la foule, des mécanismes de pouvoir secret étaient activés pour briser la reine, non pas par la force physique directe, mais par une surveillance intime constante et des humiliations répétées, conçues pour éroder sa dignité et sa volonté. Dès son incarcération au Temple, puis à la Conciergerie, Marie-Antoinette fut soumise à un régime de contrôle absolu. Chaque geste, chaque parole était épiée. Les gardes, souvent des hommes du peuple, étaient chargés non seulement de sa sécurité, mais aussi de sa déshumanisation. Leurs rapports, conservés dans des archives souvent censurées, révèlent une intrusion constante dans sa vie privée. Les lumières restaient allumées la nuit, les portes de sa cellule ouvertes, permettant une inspection corporelle et visuelle permanente. Il n'y avait plus d'intimité, plus de répit. Ces protocoles de préparation à sa chute étaient d'une cruauté raffinée, visant à la priver de tout sentiment de pudeur et de respect de soi. Mais l'apogée de cette machination révolutionnaire fut l'utilisation de son propre fils, le jeune dauphin Louis-Charles. Ce garçonnet de 8 ans, arraché à sa mère, fut placé sous l'influence de ses geôliers, notamment le cordonnier Simon, un homme brutal et sans scrupules. Les instructions étaient claires: briser l'enfant, le transformer en un instrument contre sa mère. Des témoignages de garde et des rapports de surveillance révèlent comment l'enfant fut endoctriné, soumis à des pressions psychologiques intenses et forcé de boire de l'alcool pour altérer son jugement. Ces manuels secrets de manipulation n'étaient pas écrits, mais appliqués avec une efficacité terrifiante. Le point culminant de cette stratégie fut l'accusation d'inceste. Lors du procès de Marie-Antoinette, le 14 octobre 1793, cette allégation monstrueuse fut lancée. Le dauphin, manipulé, aurait témoigné contre sa mère, l'accusant de pratiques sexuelles indécentes. L'idée était de la priver de son dernier refuge, son statut de mère. Pour une femme de l'époque, et particulièrement une reine, une telle accusation était une sentence de mort morale bien avant la sentence physique. Les documents qui prouvent le contrôle absolu sur les corps et les esprits des femmes de pouvoir, bien que souvent détruits ou dissimulés, se manifestent ici par la déformation de la vérité et la perversion des liens familiaux. Cette stratégie de destruction visait à anéantir l'image de la reine aux yeux de la nation, à la transformer en une figure si abjecte que sa mort semblerait une juste punition. La tension narrative croissante se construit autour de cette lente agonie psychologique, de l'isolement forcé, des humiliations constantes et de cette ultime trahison orchestrée par ses bourreaux. C'est une plongée dans les profondeurs de la cruauté humaine, où la dignité d'une femme est mise à l'épreuve de la manière la plus ignoble. Chers amis, vous êtes en train de percer les secrets d'une histoire qui a été déformée, censurée et presque oubliée. Ce que Marie-Antoinette a enduré, cette torture psychologique orchestrée, résonne encore aujourd'hui comme un témoignage de la résilience féminine face à l'adversité la plus sombre. Si cette immersion dans les coulisses du pouvoir et de la cruauté vous captive, si vous ressentez cette connexion profonde avec le destin de ces femmes historiques, alors n'attendez plus. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de ces révélations exclusives. Laissez un j'aime si ce récit vous a ému et partagez vos impressions en commentaire. Quelles émotions cette histoire suscite-t-elle en vous? Votre engagement est notre force. Il nous permet de continuer à déterrer ces vérités cachées et à honorer la mémoire de celles qui ont marqué l'histoire. Le matin du 14 octobre 1793, Marie-Antoinette, désormais une ombre de la reine opulente qu'elle fut traînée devant le tribunal révolutionnaire. Les 76 jours d'isolement à la Conciergerie avaient laissé des marques indélébiles. Ses cheveux, autrefois blonds cendrés, étaient devenus d'un blanc pur, ses traits creusés par la souffrance et la privation. Elle portait une robe noire simple, un deuil pour sa vie passée et son avenir incertain. L'atmosphère de la salle était électrique, lourde de haine et d'attente. Les bancs étaient remplis de citoyens, avides de voir la veuve Capet, humiliée, brisée. Mais ce qu'ils allaient voir dépasserait toutes leurs attentes, révélant la force insoupçonnée d'une femme poussée à ses limites. Le procès fut une mascarade, un spectacle orchestré pour justifier une sentence déjà prononcée. Les accusations s'accumulaient: trahison, conspiration avec les puissances étrangères,
dilapidation des fonds publics. Mais le coup de grâce, le moment le plus abject de cette farce judiciaire, fut l'accusation d'inceste. Le procureur Fouquier-Tinville, figure sinistre de la Révolution, se leva et, d'une voix tonitruante, accusa la reine d'avoir eu des relations incestueuses avec son propre fils, le jeune Louis-Charles. Imaginez l'horreur, mes chers amis, d'entendre une telle monstruosité proférée publiquement, d'être dépeinte comme une bête immorale, une mère dénaturée. Cette accusation n'était pas le fruit du hasard, elle était le point culminant d'une stratégie machiavélique. Le dauphin, arraché à sa mère des mois auparavant, avait été confié à l'ignoble cordonnier Simon et à sa femme. Dans les murs de la prison du Temple, l'enfant fut soumis à un lavage de cerveau systématique. Des témoignages censurés, des récits de gardes ayant assisté à ces scènes, parlent d'un enfant affamé, battu, forcé de boire de l'alcool et de répéter des mensonges appris par cœur. Le but était clair, le transformer en une arme contre sa propre mère. Lors de son interrogatoire, le petit Louis-Charles, affaibli et terrorisé, fut contraint de confesser ses actes abominables. Ses aveux, extorqués sous la contrainte et la manipulation, furent ensuite lus à haute voix devant le tribunal. La salle frémit d'horreur et de dégoût. Les révolutionnaires avaient réussi leur coup. Ils avaient non seulement sali l'image de la reine, mais ils avaient aussi tenté de détruire son essence même de mère, le lien le plus sacré qui soit. Marie-Antoinette écouta ces accusations avec une dignité glaciale. Elle savait que toute tentative de se défendre serait vaine face à ce tribunal déjà acquis à la cause révolutionnaire. Mais quand l'accusation d'inceste fut lancée, une étincelle de fureur, une force primale de mère blessée, s'alluma dans ses yeux. Elle se leva, et d'une voix claire, emplie d'une indignation que même ses ennemis ne purent ignorer, elle prononça ces mots immortels. J'en appelle à toutes les mères présentes ici. Ce fut un moment de pur théâtre, mais aussi de vérité brute. Un silence stupéfait tomba sur la salle. La reine, cible de toutes les haines, venait de briser le 4e mur, de s'adresser directement aux femmes, aux mères, présentes dans l'assemblée. Elle les invitait à se mettre à sa place, à imaginer l'horreur d'une telle accusation, l'abjection d'une telle manipulation. Dans cet instant, elle n'était plus la reine haïe, l'Autrichienne frivole. Elle était une mère, blessée au plus profond de son être, luttant pour sa dignité et l'honneur de ses enfants. Cette réplique fut un coup de maître. Même certains révolutionnaires, endurcis par des années de violence, furent secoués. La force de son appel, la vérité de son désespoir, touchèrent une corde sensible. Elle avait exposé la cruauté de ses accusateurs, non pas par des arguments juridiques, mais par un appel universel à la maternité. Elle avait transformé l'horreur en un acte de résistance, un témoignage de sa force intérieure. Les documents archéologiques, les journaux intimes de l'époque et les lettres interceptées, bien que souvent expurgées, révèlent l'impact de ce moment. La reine, par sa seule présence et la force de sa réponse, avait réussi à semer le doute, à ébranler la certitude de certains de ses bourreaux. Elle avait montré que, même dépouillée de son pouvoir, de sa richesse, de sa liberté, elle conservait une dignité inaliénable, une force d'âme qui transcendait la haine et la manipulation. Ce fut le climax de sa tragédie, mais aussi le moment où elle s'éleva au-dessus de ses tortionnaires, laissant une empreinte indélébile dans l'histoire. Le verdict du tribunal révolutionnaire, tombé le 16 octobre 1793, fut sans appel. La mort. Mais pour Marie-Antoinette, la véritable sentence de mort avait été prononcée bien avant, dans l'isolement de sa cellule et dans l'humiliation publique de son procès. Le jour suivant, l'aube se leva sur une Paris agitée. La reine déchue, vieillie avant l'âge, fut conduite à la guillotine. Ce n'était pas seulement une exécution, c'était la mise en scène finale d'une destruction symbolique, une tentative d'effacer toute trace de la monarchie et de ses représentants. Après l'exécution, les protocoles révolutionnaires ne s'arrêtèrent pas. Le corps de Marie-Antoinette fut jeté dans une fosse commune, recouverte de chaux vives, comme pour s'assurer qu'aucune relique ne subsisterait, qu'aucun culte ne pourrait se former autour de sa mémoire. Les documents officiels produits par le tribunal révolutionnaire, les comptes rendus des séances, furent soigneusement rédigés pour justifier la sentence et consolider l'image d'une reine coupable de tous les maux. Ces écrits, souvent biaisés, servait à valider la légitimité de la Révolution et à condamner définitivement l'Ancien Régime. Les conséquences de cette tragédie furent immédiates et profondes.
La mort de Marie-Antoinette marqua la fin symbolique de la monarchie française, ouvrant la voie à la terreur et à une période de violence politique intense. Sur le plan dynastique, la lignée directe des Bourbons fut brisée et le jeune Louis-Charles, le dauphin, resta prisonnier, subissant un sort encore plus cruel. Son décès en captivité, quelques années plus tard, dans des conditions misérables, fut une autre conséquence directe de la haine révolutionnaire, une tragédie qui scella le destin de la famille royale. Mais au-delà des conséquences politiques, l'impact sur les esprits fut immense. L'affaire de l'inceste, bien que reconnue par de nombreux historiens comme une pure fabrication, laissa une tache indélébile sur la mémoire de la reine. Elle alimenta la propagande anti-monarchique et renforça l'idée d'une royauté décadente et immorale. Ce silenciement systématique de la vérité, cette manipulation des faits, eut des répercussions sur des générations, façonnant la perception de Marie-Antoinette pendant des siècles. Les alliances européennes furent également affectées. Les monarchies voisines, horrifiées par l'exécution de Louis XVI et de Marie-Antoinette, intensifièrent leur lutte contre la France révolutionnaire, déclenchant des guerres qui déstabilisèrent le continent pendant des décennies. L'image de la France, autrefois phare de la culture et de l'élégance, fut ternie par la violence et la radicalité de sa révolution. Pour les femmes de l'époque, et celles qui suivirent, l'histoire de Marie-Antoinette devint un avertissement. Elle illustrait la fragilité du pouvoir féminin face à la fureur populaire et la capacité des régimes à utiliser la calomnie et la manipulation pour détruire une figure publique. Le trauma générationnel de cette période, où la vie humaine avait si peu de valeur et où la dignité pouvait être si facilement bafouée, se ressentit longtemps. Les preuves exhibées, les témoignages forcés, les rituels de validation de la culpabilité, tout cela formait un système bien huilé de contrôle des récits. L'objectif n'était pas seulement de punir, mais de réécrire l'histoire, de créer une nouvelle vérité qui servirait les intérêts des révolutionnaires. Cette section révèle les couches cachées de cette machination, montrant comment la vie intime et la réputation d'une femme furent utilisées comme des armes politiques, laissant des cicatrices profondes dans le tissu de l'histoire. Le destin tragique de Marie-Antoinette, et en particulier la campagne de destruction psychologique dont elle fut victime, ne s'est pas éteint avec le couperet de la guillotine. Son histoire, déformée et manipulée par les vainqueurs, a laissé un héritage complexe et souvent censuré, dont les répercussions se font sentir encore aujourd'hui. Les révolutionnaires, conscients du pouvoir des récits, ont orchestré une tentative systématique d'effacer ou de réécrire les faits, créant une version officielle qui servait leurs intérêts. Les documents qui auraient pu innocenter la reine, ou du moins nuancer son image, furent détruits, dissimulés ou falsifiés. Les témoignages de ceux qui auraient pu parler en sa faveur furent étouffés, leur voix réduite au silence par la peur ou la mort. Cette stratégie de réécriture de l'histoire a profondément influencé la perception de Marie-Antoinette pendant des siècles. Elle fut longtemps dépeinte comme l'incarnation de la frivolité, de l'opulence et de la tyrannie, une figure à jamais souillée par les accusations les plus infâmes. Le trauma générationnel de cette période, où la vérité était une victime collatérale de la fureur politique, a laissé des marques indélébiles dans la mémoire collective française. Les manuels scolaires, les œuvres littéraires et les discours politiques ont souvent perpétué cette image négative, occultant la résilience féminine et la dignité dont elle fit preuve face à l'adversité. Pourtant, au fil du temps, des historiens courageux et des chercheurs passionnés ont commencé à gratter sous la surface des récits officiels. Ils ont déterré des lettres intimes, des journaux de bord de garde moins zélés, des archives oubliées qui révèlent une autre facette de la reine. Ces documents archéologiques prohibés, souvent découverts bien après la Révolution, ont permis de reconstituer les détails de sa torture mentale, de la manipulation de son fils et de la force de caractère qu'elle déploya. L'accusation d'inceste, en particulier, a été largement démystifiée, révélée comme une pure invention destinée à la déshumaniser et à justifier sa condamnation. L'impact de ces pratiques de contrôle intime et de manipulation des récits ne se limite pas à la France du XVIIIe siècle. On retrouve des schémas similaires dans d'autres civilisations et époques, où les femmes de pouvoir étaient souvent les cibles de campagnes de diffamation visant à les discréditer et à les priver de leur influence.
Des impératrices romaines aux reines anglaises, en passant par des figures politiques plus contemporaines, la vulnérabilité de la réputation féminine face aux machinations du pouvoir est une constante historique. Ces connexions surprenantes révèlent une vérité universelle. Le corps et l'esprit des femmes ont souvent été des champs de bataille politique, des instruments de contrôle et de domination. Le legs de Marie-Antoinette est donc double, celui d'une victime de la cruauté révolutionnaire, mais aussi celui d'un symbole de dignité inébranlable. Son histoire nous rappelle l'importance de questionner les récits officiels, de chercher les vérités censurées et de reconnaître la force des femmes face à l'oppression. C'est une invitation à explorer les secrets impériaux et les mécanismes de pouvoir qui ont façonné le monde, souvent au détriment de la liberté et de l'honneur des femmes. Chères exploratrices de l'histoire, nous avons ensemble percé les voiles du temps pour révéler une vérité poignante, celle de Marie-Antoinette, une femme dont la dignité fut mise à l'épreuve de la manière la plus cruelle. Son histoire n'est pas seulement celle d'une reine, mais celle d'une mère, d'une épouse, d'une femme qui, face à l'anéantissement psychologique, a trouvé une force insoupçonnée. Cette résilience féminine, cette capacité à se relever malgré l'horreur, est un message intemporel qui résonne en chacune de nous. Si ce voyage au cœur des secrets impériaux et des vérités censurées vous a touché, si vous avez ressenti cette connexion profonde avec le destin de ces femmes historiques, alors je vous invite à ne pas laisser cette flamme s'éteindre. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines révélations. Cliquez sur « J'aime » pour montrer votre soutien et permettre à ces histoires de toucher encore plus de cœurs. Partagez ce récit avec d'autres femmes qui, comme vous, sont avides de comprendre les rouages cachés de l'histoire. Et surtout, laissez-nous un commentaire en nous disant d'où vous nous regardez, que ce soit du cœur de la France ou d'ailleurs, et quelles autres figures féminines vous aimeriez voir mises en lumière. Votre participation est essentielle pour que nous puissions continuer à déterrer ces récits oubliés et à honorer la mémoire de celles qui ont façonné notre monde. Ensemble, nous continuerons à explorer ces mystères impériaux et à donner une voix à celles qui furent réduites au silence.